À première vue, les données de marché, ça peut ressembler à un simple tas de chiffres, pas vrai? Un peu intimidant même. Mais en réalité, si on sait où regarder, chaque chiffre est un indice. Et tous ces indices ensemble, ils racontent une histoire. Notre mission aujourd'hui, c'est justement ça. On va enfiler notre casquette de détective des données pour transformer ce chaos apparent en un récit clair, captivant et qui aide à prendre les bonnes décisions. Alors, l'enquête commence. C'est simple, notre cerveau est littéralement câblé pour les histoires. C'est un outil de survie en quelque sorte. Ça nous aide à donner du sens au monde, à relier les points, à comprendre des choses complexes. Mais voilà le piège. Cette superpuissance peut aussi nous jouer des tours. Elle peut nous faire voir des schémas, des récits, là où il n'y a en fait que du hasard. Et ce qui est incroyable, c'est que les neurosciences le confirment. Quand on lit une liste de faits, paf, ça active les zones du langage dans notre cerveau. C'est tout. Mais quand on nous raconte une histoire, alors là, c'est le feu d'artifice. Ça allume tout. Le langage, oui, mais aussi les zones sensorielles, les centres émotionnels, bref, le cerveau vit l'histoire. C'est pour ça qu'on la comprend mieux et qu'on s'en souvient. Ok, mais c'est là que ça se complique. Notre cerveau est tellement bon pour trouver des motifs qu'il peut en inventer. Il peut construire des histoires cohérentes, logiques, mais complètement fausses, basées sur de pures coïncidences. Et là, on a un vrai problème. Qu'est-ce qui se passe quand l'histoire que les données semblent nous raconter est en fait une illusion ? Regardez-moi ça. C'est un exemple, disons, assez parlant. On a une corrélation quasi parfaite entre le nombre de fusées lancées et le nombre de doctorats en sociologie. Alors quoi, les sociologues sont en secret des ingénieurs aérospatiaux? Bien sûr que non. C'est juste l'exemple parfait que corrélation n'est pas causalité. Il faut se le répéter sans cesse. Et si ce n'était pas assez clair, en voilà un deuxième, encore plus fou. L'âge de la gagnante du concours Miss America, qui suit presque parfaitement le nombre de meurtres par vapeur ou objet brûlant. Le lien, il n'y en a aucun. Zéro. C'est un rappel à l'ordre pour nous, les détectives des données. Il faut rester critique et ne pas sauter sur le premier indice venu. Alors, pour y voir clair dans tout ça, on va suivre une méthode. Notre plan d'enquête en 5 étapes. D'abord, on va bien comprendre le pourquoi. Pourquoi c'est si important de raconter des histoires. Ensuite, on va cartographier la scène du crime, le marché. Puis, on va s'intéresser de près aux clients, nos suspects principaux. Avec tout ça, on construira notre récit. Et enfin, on verra comment le transformer en action, en impact. Bon, première étape. Pourquoi une histoire? On l'a vu, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Il en a besoin pour comprendre. Mais on a aussi vu les risques. C'est la base, le point de départ de toute notre démarche. Allez, on passe à l'action. On commence notre enquête sur le terrain. Et la toute première chose à faire, c'est de comprendre l'environnement global, le marché. C'est un peu comme un détective qui arrive sur une scène de crime et qui prend le temps de tout observer avant de toucher quoi que ce soit. Et pour ça, on a un concept fondamental, le positionnement. C'est tout simplement l'art de comprendre où se situe un produit dans la tête des consommateurs par rapport à tous les autres. Et pour visualiser ça, il y a un outil génial qui s'appelle la carte perceptuelle. Imaginez un instant, on vous donne ça, un tableau brut. C'est une étude sur la perception de différentes marques de bière. Il y a 11 marques, plus de 20 adjectifs, c'est un mur de chiffres. Honnêtement, on fait quoi avec ça? C'est impossible d'en tirer quoi que ce soit de clair, on est complètement noyé. Et là, bam, voilà la magie de la carte perceptuelle. C'est le même tableau de chiffres, mais analysé et visualisé. D'un seul coup, tout devient limpide. L'algorithme a identifié 2 axes majeurs. D'un côté le goût, de riche à léger, de l'autre l'image, de prestigieuse à populaire. Et instantanément, on voit des choses. Kirin, Heineken et Beck's sont hyper proches, ce sont des concurrents directs. Corona est toute seule dans son coin, perçue comme très légère. Et le plus intéressant, ce sont ces espaces blancs. Ce sont des opportunités de marché à explorer. D'un tableau illisible, on est passé à une véritable carte au trésor. Ok, on a une vue d'ensemble de la scène. Maintenant, il est temps de zoomer sur les personnes d'intérêt, les clients. On passe de la carte générale à une analyse psychologique beaucoup plus fine. Qu'est-ce qui les motive vraiment? Et pour les interroger, on a un outil super puissant, l'analyse conjointe. L'idée est simple, dans la vraie vie, on ne peut pas tout avoir. On fait constamment des compromis. L'analyse conjointe recrée ses choix pour comprendre la valeur réelle que les gens accordent à chaque caractéristique d'un produit. En gros, ça nous dit pourquoi ils sont vraiment prêts à payer plus cher. Pour que ce soit bien concret, on va faire le calcul ensemble. Prenons un exemple. On veut savoir combien vaut, en euros sonnants et trébuchants, le fait d'avoir un écran de telle ou telle taille sur un téléviseur. Vous allez voir, c'est presque de la magie. Première étape, toute simple, on a besoin d'une encre monétaire. Dans l'étude, les prix des télés variaient de 1000 à 1500 $. On a donc une différence de 500 $. C'est notre base de calcul. L'analyse nous dit ensuite que cette différence de 500 $ correspond à une certaine valeur dans l'esprit des consommateurs. On mesure ça en utiles, des sortes de points de préférence.
Ici, 500 $, ça vaut 4,75 points. Et là, c'est la clé. Si on divise le prix par les points, on obtient la valeur monétaire d'une seule point de préférence. Une simple division, 500 divisé par 4,75, et on trouve qu'un Utino vaut environ 105 $. On a notre convertisseur. Maintenant, la question, ça vaut quoi un écran de 65 pouces? Eh bien, l'étude nous montre que cette caractéristique est très, très désirable. Elle obtient un score de 10,75 points de préférence. Et le verdict tombe. On multiplie les 10,75 points par leur valeur de 105 $ et on obtient 1135 $. C'est énorme. Ça veut dire que les gens sont prêts à payer plus de 1000 $ supplémentaires juste pour avoir cet écran plus grand. C'est le genre d'info qui peut complètement changer une stratégie produit. Bon, récapitulons. On a notre scène de crime, on a interrogé les témoins, on a compris leur motivation profonde, on a plein de preuves. Maintenant, il faut les assembler pour construire notre histoire, notre plaidoyer. Et pour construire une bonne histoire, il y a une checklist, un peu comme une procédure d'enquête. 4 questions essentielles. D'abord, à qui on parle? Des experts? Des débutants? Le message ne sera pas le même. Ensuite, quoi? Quelles sont nos preuves, nos données? Sont-elles solides? Puis, pourquoi? Quel est le but de l'histoire? Qu'est-ce qu'on veut que les gens fassent après l'avoir entendu? Et enfin, comment? Dans quel format? Une présentation? Un rapport? Avoir des réponses claires à ça, c'est 90% du travail. Et ce comment, la façon de présenter, c'est crucial. Le design, les couleurs, les mots qu'on choisit, tout ça, ça change la perception du message. Pour un sujet sérieux, un design sobre, direct, aura bien plus d'impact qu'un design flashy qui crie. L'objectif, c'est d'être convaincant, pas ascendant. Il faut guider l'audience, pas lui hurler dessus. On arrive au bout de notre enquête. Le dossier est solide, l'histoire est claire. Maintenant, l'étape finale, la plus importante, transformer cette histoire, cette connaissance, en impact réel, en une décision. Donc si on résume toute la méthode du détective des données, c'est assez simple. On part du pourquoi, le cerveau a besoin d'une histoire, on cartographie la scène, le marché, on décode les acteurs, les clients, on construit le dossier, le récit, et on livre le verdict, la recommandation qui pousse à l'action. Et ça nous amène au point le plus important, je crois. Raconter une histoire avec des données, ce n'est jamais neutre. Les faits qu'on choisit de montrer ou d'ignorer, la façon dont on les arrange, la manière dont on les présente, tout ça, ça peut radicalement changer la perception du monde de notre interlocuteur. C'est un pouvoir immense et qui vient avec une vraie responsabilité. Alors, la prochaine fois que des données se présenteront, un tableau de chiffres, un graphique, il ne faudra pas seulement se demander « qu'est-ce que ça dit ?» La vraie question sera « quelle est l'histoire la plus juste, la plus utile que je peux raconter avec ça ?» Parce que c'est cette histoire-là qui fera toute la différence.